Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui commence notre cheminement sur l'HypnoQuest. Donc je vous rappelle, l'idée c'est de partir sur différents points, différentes zones, différents lieux en France et à l'étranger où l'hypnose a eu histoire, a eu quelques situations intéressantes et nous permettre d'avoir une espèce de petit chemin de découverte des différents points clés de l'hypnose, dans un premier temps sur Paris, Île-de-France, et puis après je verrai pour bouger. Là, le premier point que je vous propose, c'est un petit peu avant l'hypnose, même un petit peu avant le mesmérisme. On est au début du 18e, on est autour de 1720, 1730, et il y avait un groupe qui s'appelait les Convulsionnaires. C'était un groupe qui était à la fois politique et religieux. Là, nous, on va se mettre plutôt sur l'aspect religieux et en l'occurrence les phénomènes qui se sont passés. Alors pour vous donner un peu une idée de comment c'est autour, on est au niveau de Mouffetard, rue Mouffetard à Paris. Donc vous allez voir, c'est vraiment très sympa. C'est vraiment un lieu hyper agréable. Vous pourrez vous passer et prendre un café. Et vous voyez derrière moi, hop, c'est Saint-Médard. Aujourd'hui, il n'y a plus le cimetière. C'est dans le cimetière où s'est passé beaucoup de choses. Ce qu'il faut prendre en compte donc, c'est que il y a eu le décès du prêtre qui s'appelait De Paris et c'était quelqu'un qui avait bonne image aussi bien politiquement que religieusement, et son tombeau, sa tombe est donc devenue un lieu de culte. Et vous savez, par essence, en hypnose, les éléments contextuels sont hyper importants. Donc il y avait une croyance de la religion catholique et il y avait la mort de quelqu'un de bien, donc on aime bien rendre les lieux, les espaces, quelque chose qui devient sacré. Et en l'occurrence, ça a été le cas pour sa tombe. Des personnes ont commencé à venir se recueillir, et à mesure qu'ils venaient se recueillir, ont pu vivre des expériences, entre guillemets, mystiques, pour nous des trans de convulsions. Donc imaginez, ça revient un petit peu aux trans archaïques, et d'ailleurs, une fois que j'aurai édité cette vidéo, que je vous l'aurai partagée, je vous referai, je pense, le lendemain, une vidéo pour juste vous remontrer ce qu'est un peu une transe archaïque, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça pourrait ressembler à une convulsion, si on prend l'idée un petit peu qui a été décrite. Et il y a eu des miracles, en tout cas des éléments physio ou émotionnels qui se sont améliorés chez les personnes qui vivaient ces convulsions. Donc imaginez bien que de fil en aiguille, de plus en plus de personnes venaient, et plus il y a de personnes qui vivent des convulsions, et plus automatiquement d'autres personnes en vivent, et donc vivent automatiquement un recadrage, une autosuggestion, une croyance qui dès lors devient une réalité dans la transe, etc. Et bah, ça amène un mieux-être, une restructuration possible du pathos, de la pathologie physique, psychique ou émotionnelle. Maintenant, on sait qu'il y a eu également dans cette dynamique des convulsionnistes un élément un peu particulier qui s'appelait les secours, où en fait, gardez toujours en tête que c'est au XVIIIe siècle un rapport religieux. À ce moment-là, on pouvait assez facilement utiliser un petit peu comme, vous savez, la discipline dans la religion chrétienne, qui était pour un peu se punir et ressentir, revivre et repercevoir ce qui a été vécu par Jésus, et dès lors ressentir la douleur, parce que vous savez qu'il y a un côté assez masochiste. Je dois souffrir ici pour ne plus souffrir au royaume de Dieu. Et cette notion, on pouvait la retrouver donc dans ces secours qui pouvaient aller de la simple claque, baffe, coup de bâton à un coup d'épée. Donc imaginez les degrés. Et ce qui est très intéressant et qui nous ramène à ce qu'on connaît, c'est-à-dire l'hypno-analgésie / l'hypno-anesthésie, c'est-à-dire ne rien ressentir, ça pouvait aller jusqu'à, pendant ces convulsions bien sûr, dans ces transes, jusqu'à crucifixion. Crucifixion où les personnes disaient qu'elles ne ressentaient rien. Alors pourquoi je vous dis qu'on le sait? Parce qu'il y a eu un ensemble d'ouvrages qui ont été faits, un ensemble de textes autour qui précisent bien ce qui était vécu. Ça pouvait être aussi bien donc ces moments incroyables de crucifixion, mais aussi, comme en hypnose un peu ésotérique, en hypnose symbolique, des personnes qui parlaient avec des âmes, des personnes qui parlaient avec un ensemble d'éléments qui leur donnaient de la médiumnie, etc. etc. Donc c'est des choses qu'aujourd'hui en hypnose on connaît, qu'on peut faire revivre dans une session, que ce soit l'hypno-analgésie, l'hypno-anesthésie dans l'hypnose médicale, que ce soit
du life between life, ou que ce soit régression en vie antérieure, ou même communication avec les défunts. Ça dépend de vos croyances, bien sûr. Hein. Pour moi, ça reste du symbolique, mais il y en a, c'est vraiment leur mode de croyance, et donc ça leur parle. Et à l'époque, c'était la même chose. En plus, il y a le levier le plus fort, qui est la foi, et en l'occurrence, il y avait la foi en Dieu, la foi en le lieu où ils étaient, ce tombeau-là, plus l'ensemble des phénomènes qu'il y a eu, plus l'ensemble des personnes qui parlaient de ces phénomènes. Donc imaginez la suggestion, la pré-suggestion, le pré-talk qu'il y a au départ pour les personnes qui venaient. Maintenant, il y a eu une évolution au fur et à mesure où le roi a fait fermer cet espace, donc ce cimetière, parce que bon, il y avait toute une notion politique sur laquelle je ne vais pas revenir. Mais ce qui peut être intéressant pour nous à comprendre, c'est que il y avait aussi une dynamique où l'énergie qui pouvait être perçue par ces hypnotiseurs de rue, au bout du compte, pouvait remettre en question pas mal de choses, notamment par rapport à l'Église. Et vu que politiquement il y avait des problématiques avec l'Église, avec différentes branches de l'Église, il fallait un peu éviter que ça se propage trop. Ça s'est propagé, hein, les convulsionnaires se sont propagés politiquement un peu partout en France, mais ça c'est pas ce qui nous intéresse. Deuxième chose intéressante, c'est que les mesmérismes, donc peu de temps après, hein, quelques décennies après, ont commencé à prendre en compte que ce travail-là, les convulsionnaires, cette transe-là était associée à des crises magnétiques. C'était une autre manière de dire que il se passait quelque chose, et à la place de rester sur une dynamique qui était simplement mystique et associée à Dieu, ramenait à la croyance de Mesmer et du fluide animal. Donc ça a été une des transitions. Donc on est passé, on va dire, d'une transe mystique, d'une transe religieuse, à petit à petit au fluide animal, qui est les prémices de Braid, donc de l'hypnose de façon générale, depuis Ségur, etc., de Hénin, de Cuvier-Ly. Et on est passé après de ces notions de mesmérisme, de crise mesmérique, de crise énergétique, de crise magnétique, à l'hystérie que Charcot a traité notamment donc avec l'hypnose à la Salpêtrière. Donc tout ça dans la même zone, hein. On est dans Paris 5, donc on n'est pas loin de la Salpêtrière, où on ira d'ailleurs pour une autre partie d'Hypnocost. Ce qui fait dire que Samanda, à ce moment-là, est vraiment quelque chose qui est les prémices de ce que nous, on va connaître aujourd'hui dans l'hypnose. Aujourd'hui, on peut réexpliquer ce qui s'est passé d'une certaine façon. On peut donner en tout cas des mots plus modernes qui nous parlent, et on arrive à refaire vivre, et c'est ça qui est intéressant, les mêmes phénomènes hypnotiques aux personnes, que ce soit des discussions avec les défunts, que ce soit des vies antérieures, tout ce qui est hypnosymbolique, que ce soit hypnoanesthésie, hypnoanalgésie, que ce soit des convulsions physio, des sensations et des comportements bien spécifiques. Tout ça, on peut le faire aujourd'hui avec l'hypnose moderne. Donc, c'est assez sympa de se dire que il y a eu vraiment quelque chose de marqué qui a été vraiment un tampon dans l'histoire. D'ailleurs, sur la petite plaque où je vous mettrai la photo, vous verrez qui parle de séances d'hypnose collective. Même si vous vous doutez bien qu'à cette époque-là, le mot hypnose n'était pas encore utilisé, ça vient un tout petit peu plus tard, et que donc c'était pas l'hypnose collective, mais même on va dire la ville de Paris l'a traduit comme tel. Donc c'est un premier point, un premier spot que vous pouvez découvrir. Après, ça va vous prendre 5 minutes, hein, mais c'est amusant d'y aller. Et après, vous pouvez aller vous prendre un petit verre à côté sur cette super petite rue Mouffetard. Il y a plein d'ambiance, c'est sympa, il y a plein de cafés. Il y a une petite fontaine toute cool, donc n'hésitez pas. Hop, la fontaine elle est là-bas. Je sais pas si vous la verrez. Hop. Et n'hésitez pas à venir passer. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, me prenez qu'est-ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, réalisez et concluez. One, ciao.